Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'affaire Betaram et on va se demander quelles questions les médias auraient pu se poser avec cette affaire. Alors déjà, est-ce qu'il y a une affaire Betaram? Parce que est-ce que ce serait pas un scandale inventé par la France Insoumise pour mettre Bayrou dans l'embarras et demander sa tête? Bah oui, un truc inventé par Mélenchon et Plenel, un complot. En plus, ils sont super copains, tout le monde le sait. C'est en tout cas la thèse défendue par le directeur de la rédaction du Figaro, Alexis Brézet. Car elle est là, la réalité que chacun commence à voir. Les insoumis, qui ont échoué à censurer François Bayrou sur le budget, ont choisi pour leur revanche le terrain de la calomnie. Tout cela est une gigantesque opération de déstabilisation politique orchestrée par le procureur Mélenchon et mise en musique par Mediapart et par le grand inquisiteur Edoui Plenel. L'affaire Betaram intéresse surtout la gauche, c'est vrai. C'est même comme ça que l'a présenté l'AFP dans un de ses tweets qui nous disait que François Bayrou était soupçonné par la gauche d'avoir menti. Le message a depuis été supprimé parce qu'en fait, il n'y a pas que la gauche qui soupçonne Bayrou d'avoir menti. D'ailleurs, maintenant, c'est même plus des soupçons, en fait. Et puis surtout, la gauche, c'est qui? Est-ce qu'ils mettaient Mediapart dans le même sac que les députés de gauche? Est-ce que pour l'AFP, la gauche, c'est les partis et la presse de gauche, et que du coup, la droite, c'est les partis et la presse de droite, et ces gens-là, ils ont chacun leur propre régime de vérité, alors quand on sait pas, quand on veut pas trancher, on dit selon la gauche, voilà, je sais pas. Sauf qu'il y a un moyen de trancher quand même. Quand on n'est pas sûr, quand des gens mentent, on cherche des faits. Et dans le cas de l'affaire Betaram, on a quand même de la matière. 31 janvier 1995, un élève de 5e reçoit une gifle de la part d'un CPE, ce qui lui causera une perte d'audition, certificat médical à l'appui. Les parents de l'adolescent gardent confiance et maintiennent leur fils dans l'établissement. Mais quelques mois plus tard, le 5 décembre, ce même élève est puni par un surveillant. On ne pensait pas qu'il y aurait récidive. Bien, il y a eu récidive. Là, c'est un surveillant de dortoir qui l'a mis au perron, dehors, au bord de l'eau, avec une température de 0 degré. Ce petit sujet de France 3 date de 1996, par exemple. À l'époque, cette affaire de violence avait intéressé la presse locale, mais aussi la presse nationale, puisqu'en cherchant un peu, on tombe sur cet article de Libé, daté lui aussi d'avril 1996, et intitulé « Betaram, le lycée fier de ses châtiments ». Sur la porte de l'institution, ce vendredi, des articles de journaux sur l'affaire. La mère d'un garçon de 6e hausse l'épaule. Si François Bayrou n'avait pas un fils ici, personne n'en aurait parlé. Jusque-là, la présence de Calixte, fils du ministre de l'Éducation nationale, s'expliquait par la renommée de Betaram. L'enfant devient encombrant. Sans lui, l'histoire serait restée banale. Donc dès 1996, on parlait d'une affaire Betaram dans la presse nationale parce que l'établissement privé catholique en question accueillait un des gamins de Bayrou. Donc déjà, il y avait un lien entre lui, à l'époque ministre de l'Éducation nationale, et ces histoires de violence. En fait, ça fait 30 ans que toute la région de Pau sait qu'il y a au moins eu cette affaire. D'autant que d'autres affaires ont suivi, et ces dernières années encore, de nouvelles victimes sont sorties du silence. Il y a un an, par exemple, un ancien surveillant de l'établissement a été accusé de viol par d'anciens élèves. Cette enquête de France 3 Nouvelle-Aquitaine en parlait il y a quelques semaines, avant que l'affaire n'arrive jusqu'à l'Assemblée nationale, avant même que Mediapart ne produise l'article qui allait mettre le feu aux poudres. Betaram, la fin du silence, une enquête réalisée avec Laure Bignalet, Romain Auville, Florian Dumont et Christophe Varonne. Notre-Dame de Betaram. D'immenses bâtiments austères, nichés entre la montagne et le Gave de Pau, à quelques kilomètres de Lourdes. Dans les murs de cette école catholique, fondée et dirigée par une congrégation de prêtres, d'anciens pensionnaires racontent avoir subi des agressions sexuelles des années 1950 à 2010. On vous encourage à aller voir cette enquête, elle est dispo sur YouTube. Dedans, il y a des faits, il y a des témoins, il y a des récits. On y apprend notamment que l'établissement a toujours eu cette réputation d'être un établissement à la dure. Et on y découvre que dans la région, ça se savait. Mais bon, on se serait bien passé du scandale. Au village, la médiatisation de cette affaire vient troubler les habitants. Ça vous dérange pas? Oui, pour le coin, oui. Moi, j'ai été à Betaram, je ne le regrette pas. Mes enfants y ont été, mes petits-enfants y ont été. Les arrière-petits-enfants, je ne sais pas ce qu'ils feront, mais c'est tout. Alors ok, pendant des années le silence était la règle, peut-être que Bayrou ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait autant de violences sexuelles. Par contre, il était élu local là-bas, il était maire de Pau, il a été ministre de l'Éducation nationale pendant l'affaire de la baffe, ses enfants étaient scolarisés là-bas, son fils était dans la classe du gamin qui s'est pris une baffe et qui est devenu sourd, sa femme elle-même a donné des cours de catéchisme à Betaram, on peut raisonnablement penser qu'il savait au moins pour les violences, pour le climat à la dure, l'ambiance rude. Sauf qu'à l'Assemblée, le 11 février, il a dit ça.
Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Qu'il y a mensonge. Non, c'est pas j'estime, Apolline de Malherbe, c'est factuel. Enfin, pardonnez-moi. Non, mais François Bayrou, lui, il dit « je n'ai pas menti, j'ai dit que je n'avais pas la moindre information sur les violences sexuelles ». Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Est-ce que je me trompe quand je dis que mardi devant l'Assemblée nationale, François Bayrou a dit « je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais ». Voilà, je cite exactement les propos tenus par François Bayrou. Il a menti, il doit démissionner. Évidemment. Mais là, en fait, c'est Bayrou qui s'est foutu dans la merde tout seul, parce que c'est à partir de ce moment-là que l'affaire va prendre de l'ampleur. Le problème, c'est le mensonge. D'autant plus que ce mensonge, il était là pour couvrir un autre mensonge. Parce que quand Bayrou se défend en disant qu'il n'a jamais été informé de violences a fortiori sexuelles, c'est pour répondre à une question de Paul Vanier, le député insoumis qui siège à la commission éducation et qui était tombé sur cet article de Mediapart daté du 5 février. Cet article, de David Perrotin et Antoine Rouget, fait mention de plusieurs témoignages, dont celui d'un juge d'instruction. Tous ces gens affirment avoir interpellé Bayrou, pas seulement sur les châtiments corporels et les brimades physiques à Bétarame, mais également sur les affaires d'agression sexuelle. L'article accuse aussi Bayrou d'avoir toujours soutenu Bétarame, même pendant cette histoire d'affaire de gifle en 95, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale. Un mois après le dépôt de la plainte pour les violences physiques sur le fils de Jérôme, tandis que le scandale avait mis la région en ébullition, le ministre de l'Éducation s'était même rendu directement à Notre-Dame de Bétarame pour apporter son soutien à l'établissement à l'occasion de la réception de travaux de toiture, révèlent les archives du quotidien Sud-Ouest. François Bayrou et Philippe Douste-Blazy, ministres respectifs de l'Éducation nationale et de la Culture, ont communié hier après-midi dans la même piété mariale. Indique un article daté du 5 mai 1996. Avant de citer ces mots prononcés par François Bayrou devant la presse, « Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. » Pour ce qui est des affaires d'agression sexuelle, l'article nous parle d'un François Bayrou plutôt incrédule. Il sait par exemple qu'un prêtre qu'il avoue connaître de vue est accusé nommément, mais il ne veut pas y croire. Ce prêtre, le père Caricard, a fini par être envoyé au Vatican par sa hiérarchie, puis il a été convoqué par la justice française et a mis fin à ses jours. La femme de Bayrou aurait assisté à ses obsèques. Bref, tout ça c'est pour les faits. Alors quand on lit « Selon la gauche, François Bayrou a menti », non, là je suis désolé, là François Bayrou a menti. C'est factuel, il a menti. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Voilà, ça c'est un mensonge, et c'est un mensonge d'autant plus grave qu'il résonne avec toute l'affaire Bétarame, qui est une affaire d'omerta, c'est-à-dire de silence et de mensonge. Personne ne disait rien. Celles et ceux qui ont essayé de parler ont été intimidés, ou alors on ne les a pas crus, ou alors on les a convaincus qu'il valait mieux se taire, que c'était mieux comme ça, que c'était mieux pour la région, mieux pour la famille, mieux pour l'établissement. France 3 a retrouvé une ancienne enseignante qui a accepté de parler à visage caché. Elle raconte une punition qui l'avait choquée en 1995. Mais elle raconte aussi comment avait procédé l'établissement pour que rien ne sorte des murs de Bétarame. Le lendemain, ils ont réuni tous les profs et là, nous avons eu un sermon nous disant qu'il était hors de question que nous parlions ni à des journalistes, ni à la police, ni à des enquêteurs de quelque ordre que ce soit, parce que ce serait mettre l'école en faillite et que nous perdrions notre emploi. Malgré la pression, l'enseignante assure avoir alerté le diocèse et François Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale et député. Est-ce que Bayrou savait tout? Sans doute pas, mais il n'a pas voulu savoir. Et il a couvert Bétarame. C'est de ça dont l'accuse Mediapart. Ce silence fait écho à toute l'affaire Bétarame. Est-ce que c'est un silence complice, un silence coupable? En tout cas, le silence sur l'affaire Bétarame, c'est encore du Bétarame. Depuis les années 90, on en a vu pas mal des affaires de ce genre. Des affaires d'abus dans l'église, des affaires avec des abus sur mineurs, des affaires qui peuvent se passer dans des familles, comme celle qu'a racontée Camille Kouchner dans son livre La Familia Grande, dans lequel elle nommait l'agresseur de son frère, Olivier Duhamel. Camille Kouchner, le visage grave, dit que sa joie de vivre a disparu dans les années 80, quand son jumeau lui confie les viols répétés. Ils se taisent pour ne pas faire de peine à leur mère, puis se confient en 2008. Elle minimise. Vous avez entendu? La mère de Camille Kouchner elle-même a minimisé. Et c'est pas fou, c'est même assez banal. Quand on connaît ce genre d'affaires, on sait qu'elles tiennent sur le silence. Et que même quand les adultes savent, en fait, ils ne veulent pas savoir. Et quand ils sont confrontés, ils minimisent. Et en ça, l'attitude de Bayrou face à Bétarame n'est pas si surprenante. Oui, il avait des soupçons sur l'établissement, mais il y a quand même scolarisé ses enfants. Et en fait, c'est une attitude tristement banale.
Et pourtant, c'est l'inverse qu'on entend sur les plateaux. Si Bayrou savait, il aurait scolarisé ses enfants ailleurs. C'est du bon sens. Qui peut croire un instant que s'il avait su, il aurait laissé 3 de ses enfants dans cet établissement? C'est délirant. Mais ça constitue quand même du bon sens de famille. Je ne crois pas, parce que peut-être précisément parce que M. Bayrou, du fait du rôle qu'il occupe, du rôle public qu'il occupe, je pense que tout le monde peut imaginer que malheureusement, dans ce type de cas, si des enfants devaient être victimes de violences et de violences sexuelles, ce ne sont sans doute pas les enfants de M. Bayrou qui seraient concernés. Mais si vous aviez connaissance d'un dossier pareil, vous mettriez vos enfants dans l'établissement? Ah non, certainement pas. Mais donc là-dessus, il est peut-être audible quand même. Mais en fait, non. Surtout s'il n'y croyait pas. Et c'est tout le problème. Il avait connaissance d'accusations mais ne voulait pas y croire. Et on faisait comme ça à l'époque. On fait comme ça dans les familles de notables de toute façon. Et même s'ils se disent que il y a des petites violences sur les enfants, ils vont s'en remettre. Le plus important, c'est de préserver l'ordre, de préserver la famille, de préserver l'institution. Il faut éviter le scandale, quitte à fermer les yeux, quitte à soutenir des agresseurs ou du moins des accusés. C'est également ce qu'a fait Philippe de Villiers, par exemple, lorsqu'un de ses fils a accusé son frère de viol répété. Tout commence en 2006. Laurent de Villiers porte plainte pour viol contre son frère aîné, Guillaume, pour des faits qui se seraient déroulés entre 1994 et 1997. En portant ces accusations à l'époque, Laurent de Villiers sait à quoi s'attendre. Ils ne me pardonneront jamais d'avoir brisé le silence et d'avoir remis en cause le clan, la famille. C'est intouchable, le sang, surtout chez les aristocrates. Après 4 ans d'enquête, la cour d'appel de Versailles conclut à un non-lieu. Pour Philippe de Villiers, l'affaire était avant tout politique. Son fils, celui qui portait l'accusation, avait été sans doute manipulé. Comme il l'avait fait dès 2006, à la suite de la première plainte pour viol de son fils Laurent contre son aîné Guillaume, Philippe de Villiers crie aujourd'hui au complot. Interrogez-vous pour savoir qui avait intérêt à m'abattre. Vous croyez que c'était mon fils Guillaume qui était la cible de tout ça? Mais Guillaume, tout le monde s'en foutait. Pas un seul journaliste ne lui a d'ailleurs parlé. C'était moi, la cible. Il y a des choses plus importantes que la vérité et la sécurité des enfants pour les gens de droite. La réputation de la famille, de l'entreprise de l'un, de la carrière politique de l'autre. Et dans le cas de Betaram, en effet, il s'agissait de protéger une institution, un écosystème, des amitiés. Et c'est en mettant tout ça bout à bout qu'on comprend mieux le silence de Bayrou. On comprend mieux aussi pourquoi il est si difficile de parler de cette affaire sur les plateaux télé. D'autant plus que dans cette affaire, le silence qui entoure l'affaire fait écho au silence qui entoure toutes les affaires d'agression sexuelle sur enfants. Une personne sur 10 a été victime de violences sexuelles dans son enfance. C'est ce que révèlent 3 ans de recherche menée par la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS. Un travail colossal et inédit en France. Son rapport, qui s'appuie sur près de 30 000 témoignages, documente un phénomène extrêmement massif, mais encore tabou. Le tabou est toujours la règle, en fait. Et Bayrou semble avoir respecté les règles comme un homme de son temps. Du coup, sur les plateaux, on minimise. Bayrou a menti ? Non, il a été maladroit. Si on en reste à ces maladresses, c'est à peu près dit à l'Assemblée, je pense de bonne foi, je crois qu'il est sincèrement persuadé que s'il avait su qu'il y avait vraiment des violences sexuelles atroces dans cet établissement, il n'aurait pas laissé ses enfants. Il s'en persuade en tout cas, et je pense qu'il est honnête là-dessus. En fait, là aussi, on minimise pour éviter quoi? Pour éviter le désordre. Bayrou était sous la menace d'une censure quand même. Et sur le plateau de C'est dans l'air, c'était surtout la censure qui préoccupait l'éditorialiste du Point, Sylvie-Pierre Brossolette. S'il n'y a pas d'éléments nouveaux, je ne vois pas en quoi le raisonnement de la semaine dernière, qui était on ne veut pas mettre le chaos, elle serait repris la semaine prochaine. Mais on est toujours à la merci d'un élément nouveau, ou d'une faute de quart du Premier ministre, ou d'un témoignage qui bouleverserait l'opinion. Ce genre d'affaire est très dangereuse parce que complètement émotionnelle et donc quelquefois irrationnelle. Et les votes, malheureusement, pour la motion de censure, quelquefois ça tient à ça. Et oui, il y a un contexte. Et dans ce contexte, l'affaire est inflammable. Alors sur les plateaux, pour préserver l'ordre, pour ne pas rajouter du scandale au scandale, on défend Bayrou en gros. Ouais, et pour ça, il y a différentes manières de procéder, regardez. Par ailleurs, est-ce que vous entendez la voix de certains qui disent « Attention à ne pas regarder ces faits d'il y a 30 ans avec les lunettes d'aujourd'hui ». Peut-être qu'il y a aussi, ce n'est absolument pas une défense de ma part, mais un gap générationnel, que les choses ont évolué sur le sujet et que ce qu'il se passait il y a 30 ans n'était pas traité de la même manière qu'elles le sont aujourd'hui. Alors, elle prend pas sa défense, mais elle prend quand même un peu sa défense. Oui, surtout qu'en fait, on est au cœur du problème là. Oui, on traitait ces affaires comme ça il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'on les traitait pas, on laissait le truc pourrir, sauf que c'est ce qu'on lui reproche à Bayrou, c'est d'avoir fait comme on faisait il y a 30 ans, là, maintenant. Sauf qu'en fait, même si c'était la règle tacite, c'était pas la loi,
C'est-à-dire que l'entrave à la justice et la non-dénonciation, tout ça, c'était déjà punissable à l'époque. C'est pas juste une histoire de mœurs, il y a des trucs qui tombent peut-être sous le coup de la loi. Passons sur BFM TV. Là, c'était plus mouvementé et on a vu que Sarah Legrain galérait à en placer une. Dès qu'elle avançait un élément, elle était coupée par des intervenants qui relayaient les éléments de la défense de Bayrou. Pour parler d'ailleurs en 98, juste pour préciser les dates. Et en 98, il est quoi? Il est président du département, il était juste plus ministre. Non, je vous donne juste les faits. À ce moment-là, il était plus ministre de l'Éducation nationale. D'accord. Et donc il est député, par exemple moi, comme député, si ça m'arrivait, eh bien je mobiliserai l'article 40 pour dire attendez, là je pense que vu les je dis juste à ce moment-là. Et mieux que ça, on a aussi eu le journaliste qui a carrément relayé les éléments des défenseurs de Betaram, ceux qui visaient à jeter le discrédit sur la seule enseignante qui avait osé parler, celle qui avait fini par démissionner et dont on vous parlait tout à l'heure. Je tiens à signaler que la seule personne qui est partie de l'établissement, c'est une des femmes qui avait parlé, qui avait dénoncé les faits de violence. Donc, et qui voulait s'en prendre, selon ce même rapport, qui voulait détruire cet établissement aussi. Il y avait visiblement une décharge très particulière de cette femme. Je l'ai lu, c'est pour ça que je me permets de dire. Elle voulait alors, comme on dit toujours pour les personnes qui dénoncent les violences, et il y avait aussi une infirmière qui avait parlé, et il y avait un certain nombre de gens qui avaient parlé. Elle voulait détruire l'établissement. Pas forcément à cause de ce qui s'y passait. Peut-être qu'il y avait d'autres raisons, peut-être qu'elle était méchante, peut-être qu'elle était folle. Enfin, peut-on vraiment la croire? Mais en fait, on peut complètement la croire. Pas sur parole, mais ne serait-ce que parce qu'il y a d'autres témoignages. Il y a eu près de 112 plaintes contre Betaram. Donc là, si t'es journaliste et que t'as fait correctement ton boulot, tu le sais. Tu relances pas en disant « Oh, peut-être on sait pas ». Si, on sait, là. Et les journalistes qui ont interviewé tous les autres responsables politiques ces derniers jours, est-ce qu'ils ont bien fait leur boulot? Manuel Bompard a été très attentif et il a noté quelque chose. Ce matin sur BFM TV, le ministre Darmanin a été interrogé 30 minutes sans qu'une seule question lui soit posée sur le scandale de Betaram et les mensonges de Bayrou. Hier soir, dans C'est à vous, pas une seule question à Bardella en 1 heure d'interview. Le sujet n'a pas non plus été évoqué une seule fois hier matin dans l'interview de la ministre Aurore Berger sur CNews, du ministre Laurent Saint-Martin sur France 2 ou de l'ex-ministre Prisca Thévenot sur TF1. Enfin, sur France Info, quand on aborde le sujet, c'est pour que Renaud Dely se fasse l'avocat de Bayrou et s'en prenne à la France Insoumise. Pourquoi une telle omerta? Qui donne les consignes? Où est la presse libre et indépendante? Ah oui, il faut écouter l'édito de Renaud Dely, il a raison de noter ça. Parce que moi je fais ça tous les matins, c'est important, t'as tous les éléments de langage du gouvernement dedans, en pas longtemps. D'ailleurs je vous ai fait un best-of, vous allez voir. Ces enfants étaient scolarisés dans l'établissement et il ne les y aurait évidemment pas laissés s'il avait su. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'il y a une affaire Bayrou? Non, Benjamin. Mais depuis 3 jours, la rumeur et les propos de certains responsables politiques entretiennent un flou dévastateur. On entend Bayrou savait, mais que savait-il et quand? Et puis il y a aussi une part d'exploitation politique. Quand les insoumis hurlent au scandale d'État, réclament à corps et à cri la démission de François Bayrou, il n'est pas impossible, Benjamin, qu'ils espèrent aussi prendre leur revanche sur l'échec de leurs 4 motions de censure successives et mettre d'ailleurs au passage un peu plus la pression sur leurs anciens alliés socialistes qui n'ont pas voté ces motions. Bah voilà, tout ça c'est encore les insoumis qui hurlent, qui font du scandale sur rien. Non mais il y en a marre un peu de eux là, non? Oui, t'écoutes les grands médias, t'as l'impression qu'il y a que les insoumis qui sont choqués. Pour les autres, ça passe. Oui, alors, il y a quand même un député écolo qui a interrogé Bayrou et qui a même demandé sa démission. Ah oui, mais c'est les insoumis le problème, ils hurlent, on l'a dit. Puis des fois, ils veulent parler de ça alors qu'il n'y a pas le temps. Mais moi, ce soir, on m'a invité à cette émission en me disant qu'on parlerait du scandale de Betaram. Qui est un scandale d'État. On n'a pas le temps. Si, exactement. Qui est un scandale d'État qui n'a même pas été mentionné au titre d'actualité tout à l'heure. Et sur les agences de l'État, si vous voulez que je vous réponde. Bon, là, il n'y avait pas le temps. Mais quand il y a le temps, il faut toujours rappeler que c'est les insoumis qui instrumentalisent l'affaire. Là, on peut prendre le temps. C'est ce qu'a fait la communicante Magali Vicente de l'agence Lidon. Voilà, attention, c'est une professionnelle. Vous n'êtes pas prêts pour ce niveau d'expertise. On est toujours sur France Info. Oui, il y a une instrumentalisation politique, il faut le dire. Même si vous demandez aujourd'hui à l'intelligence artificielle de son avis sur le sujet. Vous avez essayé ? Voilà, j'ai essayé hier soir. Je me suis dit tiens, on va voir ce qu'il en pense sur tous les réseaux que j'ai testés. Même l'intelligence artificielle exprime qu'il y a une récupération et une instrumentalisation politique de l'affaire Betaram. Dis-moi, ChatGPT, quand on est invité sur un plateau télé et que notre seule expertise consiste à dire qu'on a demandé à ChatGPT pour avoir une analyse politique, est-ce que c'est bien sérieux ? C'est compréhensible de se poser la question. Cela peut paraître léger d'utiliser une IA pour une analyse politique. Bah voilà. C'est tout ? Ouais, écoute, et sur Mélenchon, tu l'as pas demandé ? La meuf, elle a dit sur le plateau, oui, Mélenchon a instrumentalisé l'affaire Betaram,
politiquement. Je le sais parce que j'ai demandé à une IA. Tu penses qu'une IA est en mesure de fournir des réponses pertinentes à des questions si politiques? Les IA peuvent donner un aperçu basé sur des données, mais elles ne remplacent pas une expertise humaine, surtout pour des questions aussi nuancées que la politique. Donc la meuf, c'est une tanche. On pourrait dire qu'elle manque peut-être de prudence dans son approche. My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Oh, putain, elle est en train d'appeler le FBI. J'ai rien dit. Et non, c'est pas très sérieux le traitement de cette affaire. On a quand même l'impression que les journalistes de plateau sont tellement obsédés par les petits jeux politiciens qu'ils finissent par réduire toute cette scandaleuse histoire de Betaram à ça. Et c'est marrant parce qu'ils accusent la France Insoumise de vouloir déstabiliser Bayrou et d'instrumentaliser l'affaire pour ça, au lieu de la traiter sérieusement, mais eux-mêmes ils font tout sauf la traiter sérieusement, cette affaire. Tout ce qui les intéresse, c'est Bayrou. C'est l'angle qui revient le plus. Alors certes, l'affaire prend parce qu'elle colle à Bayrou depuis 30 ans, et que le premier article de Mediapart avait choisi de mettre l'accent sur le silence de Bayrou. Mais même à partir de là, il y a plein de questions qui se posent. Vous avez entendu Alexis Brézé, Thomas Soto ou Bruno Dely nous dire que si Bayrou savait, pourquoi aurait-il scolarisé ses enfants là-bas? En fait, ils croient avoir clos la question, mais non, au contraire. Là, ils avaient la bonne question, les gars. Mais ça devrait pas être votre point d'arrivée, ça devrait être votre point de départ. Comment ça marche le silence? Comment des institutions comme Notre-Dame de Betaram obtiennent ce silence? Celui des parents, celui des victimes, et puis celui de Bayrou, qui n'est qu'un silence parmi les autres? Ça, c'est une vraie question. C'est la vraie question. Mais c'est peut-être pas la question la plus passionnante, c'est moins passionnant que de savoir si Bayrou va rester en poste, si les insoumis, je sais pas quoi. Bayrou n'a pas voulu savoir parce qu'il voulait éviter le scandale, mais vous, c'est votre boulot d'essayer de savoir, de provoquer le scandale même, parce que la presse, c'est un contre-pouvoir. À moins qu'on en soit arrivé à un stade où les grands médias préfèrent l'ordre au scandale, et là, on peut plus vraiment parler de contre-pouvoir. Et si vous aussi vous voulez soutenir un vrai contre-pouvoir, n'hésitez pas à soutenir Blast, évidemment, on vous le dit à chaque fois, mais on en a besoin.